Le 4 novembre 1970, la police de Los Angeles a reçu un signalement qui allait bouleverser la vie d'une adolescente de 13 ans. Ce qu'ils ont découvert sur place était inimaginable. Une jeune fille pesant à peine 26 kilos, séquestrée et traitée de manière inhumaine, telle une bête sauvage. Portant des couches, avec des difficultés de mouvement et d'alimentation, sa situation était déchirante. Et le plus choquant, le responsable de ce traitement cruel n'était autre que son propre père. Jenny a été secourue après 13 années de captivité et de mauvais traitements. Sa mère, Dorothy, a finalement décidé de fuir son mari Clark Wiley, emmenant Jenny avec elle. Dorothy cherchait de l'aide pour sa déficience visuelle et est entrée par hasard dans un bureau de services sociaux du comté de Los Angeles. C'est alors que les travailleurs sociaux ont remarqué l'état alarmant de Jenny. Lors de sa découverte, Jenny souffrait de malnutrition sévère, pesant seulement 26 kilos, soit environ la moitié du poids attendu pour son âge. Son apparence était celle d'une enfant de 6 ou 7 ans en raison de la sous-alimentation extrême. Elle éprouvait d'importantes difficultés de locomotion, croisant ses mains devant son corps et marchant de manière désordonnée. De plus, Jenny ne parlait pas, faisait ses besoins n'importe où et bavait et crachait involontairement. Jenny montrait une compréhension limitée, ne reconnaissant que son nom et les expressions « arrête » et « plus ». Sa capacité à focaliser son regard ou à étendre complètement ses membres était altérée. Elle se touchait parfois intimement sans se soucier de la présence d'autrui, et bien qu'elle puisse être contrariée ou en colère, ne pleurait jamais. Les professionnels qui l'ont trouvée étaient horrifiés par son état physique, émotionnel et psychologique. Initialement, ils pensaient que Jenny pouvait souffrir d'un certain degré d'autisme, mais ils ont rapidement réalisé que ces conditions étaient le résultat de comportements abusifs et des privations qu'elle avait subies. Les médecins ont diagnostiqué qu'elle pouvait à peine avaler ou mastiquer en raison des années de maltraitance et de négligence. Jenny a été emmenée dans un hôpital pour enfants où elle a commencé à recevoir des soins médicaux et psychologiques intensifs. Clark Wiley, le père de Jenny, est né en 1901 et a grandi en Californie. Il travaillait comme machiniste à Los Angeles pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Clark était un individu autoritaire qui détestait le bruit et ne voulait pas d'enfants. Cependant, il a fini par avoir 4 enfants avec sa femme, Dorothy Irene Oglesby. Jenny avait 3 frères et sœurs. La première fille est décédée après avoir été laissée dans un garage froid. Le deuxième bébé est mort en raison de complications à la naissance, et le troisième, John, a survécu. 5 ans après la naissance de John, Jenny est née, devenant connue dans le monde entier en raison de son cas d'extrême maltraitance et d'isolement. En 1958, la mère de Clark, Pierre May Martin, a été accidentellement tuée par un conducteur ivre. Cet événement a plongé Clark dans un état permanent de colère et de paranoïa. Cet état émotionnel l'a conduit à brutaliser ses enfants, en particulier John et Jenny. C'est à cette époque que Clark a commencé à garder Jenny enfermée dans une pièce. Jenny était maintenue dans une chambre verrouillée où il y avait une salle de bain et un berceau. Ses bras et ses jambes étaient attachés et immobilisés dans le berceau la nuit, et pendant la journée, elle était attachée à une chaise. Clark interdisait toute interaction avec Jenny, l'isolant complètement de tout stimulus social ou éducatif. En plus de la réclusion physique, Jenny souffrait également de malnutrition extrême, recevant une quantité insuffisante de nourriture, principalement composée d'aliments pour bébés, d'œufs durs et de céréales. Clark forçait John à maltraiter Jenny, et toute tentative d'expression verbale de sa part était punie physiquement, créant un silence conditionné par la peur. La mère et le frère de Jenny n'avaient pas le droit de lui parler, et les voisins ignoraient son existence. Le 4 novembre 1970, Dorothy a décidé de fuir son mari, emmenant Jenny avec elle. En cherchant de l'aide pour sa déficience visuelle, Dorothy est entrée par hasard dans un bureau de services sociaux du comté de Los Angeles, où les travailleurs sociaux ont remarqué l'état alarmant de Jenny. Lorsqu'elle a été trouvée, Jenny souffrait de malnutrition sévère, pesant seulement 26 kilos, avec l'apparence d'une enfant de 6 ou 7 ans en raison de la sous-alimentation extrême.
Elle éprouvait d'importantes difficultés de locomotion, croisant ses mains devant son corps et marchant de manière désordonnée. Jenny ne parlait pas, faisait ses besoins n'importe où et bavait et crachait involontairement. Elle ne comprenait que son propre nom et deux expressions spécifiques, arrête et plus. Cette compréhension limitée indiquait que pendant les années de maltraitance, elle n'avait été exposée qu'à un vocabulaire extrêmement restreint, reflétant le manque d'interaction sociale et verbale dont elle avait souffert. Ses capacités linguistiques étaient pratiquement inexistantes, et toute tentative d'expression verbale était sévèrement punie, résultant en un silence forcé, conditionné par la peur des coups constants de son père, Clark Wiley. Le développement linguistique de Jenny a été gravement compromis en raison de cette négligence et de ses mauvais traitements extrêmes, culminant en une incapacité presque totale à communiquer lorsqu'elle a été secourue. Les professionnels qui l'ont trouvée étaient horrifiés par son état physique, émotionnel et psychologique. Initialement, ils pensaient que Jenny pouvait souffrir d'un certain degré d'autisme, mais ils ont rapidement réalisé que ces conditions étaient le résultat de comportements abusifs et des privations qu'elle avait subies. Les médecins ont diagnostiqué qu'elle pouvait à peine avaler ou mastiquer en raison des années de maltraitance et de négligence. Après son sauvetage, Jenny Wiley a été emmenée dans un hôpital pour enfants où une équipe de médecins et de chercheurs a commencé à s'occuper d'elle. Ils l'ont soumise à divers tests diagnostiques pour évaluer ses conditions physiques et mentales. Parmi les diagnostics initiaux, il a été observé que Jenny avait des difficultés importantes à mastiquer et à avaler les aliments, ce qui était directement lié à son état de négligence extrême et de malnutrition. De plus, les schémas cérébraux de Jenny se sont révélés anormaux, mais les médecins n'ont pas pu déterminer si ces anomalies étaient le résultat d'une déficience congénitale ou des années de maltraitance et d'isolement qu'elle avait subies. L'équipe pluridisciplinaire chargée des soins de Jenny comprenait des professionnels tels que Susan Curtis, une spécialiste en linguistique qui était responsable du développement du langage de Jenny. James Kent, un psychologue, s'occupait du développement émotionnel de la jeune fille, tandis que le psychiatre G. Charlie et son équipe menaient des examens pour évaluer la santé mentale de Jenny. Les résultats des examens ont montré que Jenny avait des schémas cérébraux anormaux qui pouvaient être une conséquence du traitement dégradant qu'elle avait reçu. Au début, Jenny ne pouvait dire que des mots comme bleu, orange, mer et aller. La plupart du temps, elle restait silencieuse et toute tentative de la forcer à parler entraînait des épisodes d'incontinence, indiquant une profonde insécurité et une peur extrême. Le cas de Jenny a suscité un grand intérêt académique et médiatique, étant largement publicisé et discuté. Sa récupération et son traitement sont devenus une priorité urgente pour les professionnels impliqués. Initialement, Jenny a été emmenée dans un hôpital pour enfants où une équipe composée de médecins, de linguistes et de psychologues a commencé à travailler avec elle. L'équipe pluridisciplinaire visait non seulement à traiter ses conditions physiques débilitantes, mais aussi à explorer et tenter de remédier aux impacts psychologiques et cognitifs de l'isolement extrême auquel Jenny avait été soumise. La première étape consistait à traiter ses conditions physiques critiques. Jenny était sévèrement malnutrie, pesant seulement 26 kg à 13 ans. Sa musculature était faible en raison du manque de mouvement et elle avait des difficultés à mastiquer et à avaler des aliments solides. Les besoins de Jenny étaient basiques et urgents. Une nutrition adéquate, un renforcement musculaire et une hygiène personnelle, car elle était habituée à utiliser des couches et n'avait aucun contrôle sur ses fonctions corporelles. Les médecins ont identifié des schémas cérébraux anormaux qui indiquaient un développement interrompu en raison de l'isolement. Sa coordination motrice était extrêmement limitée, ce qui rendait difficile l'exécution de tâches simples comme marcher ou tenir des objets. Une équipe de linguistes, de psychologues et d'ergothérapeutes a été chargée de travailler avec Jenny dans le but de mieux comprendre les effets de l'isolement sur son développement cognitif et langagier. L'une des plus grandes préoccupations était la capacité de Jenny à acquérir le langage. Au début, Jenny ne parlait pas,
elle n'émettait que des sons gutturaux semblables à ceux d'un bébé. Cependant, avec le temps et une intervention constante, Jenny a commencé à montrer des progrès. Au cours de la première année de traitement, elle a réussi à apprendre environ 100 mots. Cette avancée initiale a été considérée comme un grand succès, étant donné son état antérieur. Les linguistes et les psychologues ont utilisé une approche patiente et adaptative, introduisant progressivement Jenny à de nouveaux mots et concepts. Ils ont utilisé des objets, des images et la répétition pour l'aider à associer les mots à leur signification. Jenny a montré de l'intérêt pour l'apprentissage, ce qui a été un facteur positif dans son processus de réhabilitation. Après le traitement initial à l'hôpital pour enfants, où Jenny a commencé à se remettre de conditions physiques et cognitives critiques, elle a été prise en charge par Jean Butler, une enseignante dévouée qui s'est profondément impliquée dans son développement. Butler a fourni un environnement stable et sûr, essentiel pour les progrès continus de Jenny. Elle a continué à travailler sans relâche sur le développement linguistique et cognitif de Jenny, l'aidant à élargir son vocabulaire et à améliorer ses compétences en communication. Le dévouement de Butler a été crucial pour l'avancement initial de Jenny, qui, malgré les traumatismes, a commencé à montrer des signes de récupération et d'intérêt pour l'apprentissage. Plus tard, Jenny est allée vivre avec David et Marilyn Rigler. David Rigler, un psychologue qui était déjà impliqué dans l'étude de son cas, a offert à Jenny une continuité dans le traitement spécialisé. Le déménagement chez les Rigler a marqué une nouvelle phase dans sa vie. Sous les soins des Rigler, Jenny a continué à recevoir une thérapie intensive qui comprenait des séances régulières d'ergothérapie, de psychologie et de linguistique. L'approche des Rigler était holistique, se concentrant non seulement sur le développement des compétences cognitives et linguistiques, mais aussi sur le bien-être émotionnel et social de Jenny. Cependant, malgré les progrès significatifs que Jenny a réalisés au cours de cette période, elle a continué à faire face à des défis substantiels. La récupération n'était pas linéaire, et Jenny connaissait encore des accès de fureur et d'insécurité. Ces comportements étaient le reflet des traumatismes profonds qu'elle avait subis pendant les années d'isolement et de maltraitance. Les accès de colère et les moments d'insécurité extrême montraient que, malgré les avancées, les effets psychologiques du traitement cruel auquel elle avait été soumise étaient durables et complexes. L'équipe travaillant avec Jenny devait faire face à ces défis quotidiens, adaptant leurs approches pour répondre aux besoins émotionnels et comportementaux de Jenny. Les Rigler ont continué à offrir un environnement structuré et aimant, mais la complexité des traumatismes de Jenny signifiait que la récupération complète serait un processus long et incertain. Le dévouement des Rigler, ainsi que celui de John Butler auparavant, a été crucial pour offrir à Jenny l'opportunité d'une vie plus normale et de développer des compétences qui lui permettraient une certaine indépendance. Cependant, le chemin vers la pleine récupération de Jenny était parsemé d'obstacles, et chaque petit progrès s'accompagnait de nouveaux défis émotionnels et comportementaux que l'équipe de soignants devait affronter. Les études sur Jenny ont suscité un intérêt scientifique significatif, en particulier dans les domaines du développement cognitif et de l'acquisition du langage. Les chercheurs ont exploré comment son cas pourrait fournir des informations sur les effets de l'isolement extrême pendant l'enfance. En 1964, cependant, le financement de cette recherche a été brusquement coupé, ce qui a interrompu les soins intensifs qu'elle recevait des Rigler. Cette interruption en 1975 a marqué la fin de la phase initiale du traitement intensif et de l'étude de Jenny, laissant d'importantes questions sur son développement sans réponse immédiate. Clark Wiley, le père de Jenny, s'est suicidé le 20 novembre 1970. Après la découverte de l'état déplorable dans lequel Jenny a été trouvée et la plainte subséquente déposée par son épouse, Dorothy Wiley, la pression des enquêtes et les implications de ses actes ont conduit Clark à un point de désespoir. Il s'est ôté la vie en se tirant une balle de fusil dans la tête. Cet acte extrême est survenu peu après qu'il ait été formellement accusé des abus commis envers Jenny, mettant fin à sa vie et aux possibilités de faire face aux conséquences juridiques de ses actions.
Le suicide de Clark Wiley a laissé une marque tragique sur l'affaire, affectant profondément la dynamique familiale et les conditions de vie ultérieures de Jenny, qui a dû être placée sous la tutelle de l'État de Californie. Après le suicide de Clark Wiley, les circonstances de la vie de Jenny ont connu des changements significatifs. Sa mère, Dorothy Wiley, qui avait signalé les abus et la situation dans laquelle vivait Jenny, a tenté de reprendre la responsabilité des soins de sa fille. Cependant, en raison de sa propre condition affaiblie et des besoins spéciaux de Jenny, elle n'a pas été en mesure de fournir les soins nécessaires. L'incapacité de Dorothy à s'occuper adéquatement de Jenny a conduit à la décision de placer cette dernière dans des familles d'accueil. Dans les foyers d'accueil, Jenny a dû faire face à une série de nouveaux défis. La transition vers différents environnements a été difficile et la continuité de son traitement et de son développement a subi des interruptions. Chaque nouveau foyer signifiait une adaptation à de nouveaux soignants et méthodes de traitement, ce qui a eu un impact sur sa stabilité émotionnelle et ses progrès. Durant cette période, l'État de Californie a assumé la responsabilité légale et pratique du bien-être de Jenny. La vie sous la tutelle de l'État comprenait des périodes où Jenny était soumise à des soins institutionnels et à des familles d'accueil. Les fluctuations dans la qualité des soins reçus ont affecté son développement en cours. Alors que certaines familles d'accueil et institutions étaient en mesure d'offrir un environnement plus structuré et thérapeutique, d'autres n'étaient pas préparés à faire face aux besoins complexes de Jenny, entraînant des expériences variables de soins et de soutien. Les années qui ont suivi ont été marquées par une lutte constante pour équilibrer les besoins émotionnels, cognitifs et physiques de Jenny avec les ressources limitées disponibles. Malgré les difficultés, le cas de Jenny a continué à susciter un grand intérêt chez les psychologues, les linguistes et d'autres professionnels qui voyaient en elle une opportunité unique d'étudier les effets de l'isolement extrême dans l'enfance et la résilience humaine. L'impact du cas de Jenny va au-delà de ses propres défis et progrès. Il a généré des débats éthiques et scientifiques sur le traitement des individus ayant subi des expériences similaires et sur les meilleures pratiques pour promouvoir la récupération et le développement dans de tels cas. Jenny, maintenant adulte, reste sous la garde de l'État, vivant une vie qui, bien que loin d'être idéale, est marquée par la lutte continue pour surmonter les traumatismes de son passé et trouver un chemin vers la dignité et l'espoir. Actuellement, Jenny vit sous la garde de l'État de Californie, où elle est restée depuis que sa mère n'a pas pu lui fournir les soins nécessaires après le suicide de son père. L'État a assumé la responsabilité légale et pratique de son bien-être, ce qui incluait le placement de Jenny dans divers foyers d'accueil et institutions au fil des ans. La transition constante entre différents environnements a présenté des défis considérables pour sa stabilité émotionnelle et ses progrès continus, mais a également fourni certaines opportunités pour qu'elle développe des compétences de communication et d'indépendance sous la supervision de professionnels dévoués. Le cas de Jenny continue d'être un point d'intérêt intense et d'étude parmi les psychologues, les linguistes et d'autres spécialistes. Son expérience unique d'isolement extrême et sa tentative subséquente de réintégration sociale offrent un aperçu précieux de la résilience humaine et de la capacité de récupération, même après un traumatisme important. Les professionnels de diverses disciplines comparent le développement de Jenny à d'autres cas connus de privation sévère et d'isolement, cherchant à mieux comprendre comment ces expériences façonnent le développement cognitif, émotionnel et social. Les débats éthiques et scientifiques sur les méthodes de traitement et les meilleures pratiques pour soutenir les individus dans des situations similaires continuent d'être informés par le cas de Jenny. Bien que la vie de Jenny sous la garde de l'État n'ait pas été facile, le dévouement des soignants et l'intérêt continu de la communauté scientifique lui ont fourni une certaine stabilité et des progrès. Son histoire sert de témoignage puissant des conséquences durables de la maltraitance et de la négligence, ainsi que de la force et de la détermination nécessaires pour surmonter de telles adversités. Le cas de Jenny Wiley reste un sujet pertinent et discuté.
reflétant la complexité des défis auxquels sont confrontés ceux qui travaillent pour aider les victimes de maltraitance extrême et soulignant l'importance de systèmes de soutien robustes et compatissants. Si cette histoire extraordinaire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits tout aussi saisissants. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse pour nous et pour notre communauté. Ensemble, nous pouvons apprendre du passé et œuvrer pour un avenir où des histoires comme celle de Jenny deviennent de plus en plus rares. À la prochaine.